sur le plateau de Télé 50. Qu'est-ce qui gêne qu'on empêche les gens de voler? Quand Félix Tshisekedi a dit que c'est Martin Fayulu qui a les changements, la base a grondé ici avec Kabound. Pourquoi? La mission de contrôle. Lorsque vous transformez les mêmes agents, est-ce que seront-ils encore en mesure de vous contrôler? Désormais, Kabouya ne signe plus en tant que secrétaire général de l'UDPS, il signe désormais en tant que président AI. C'est quel immeuble? C'est quel immeuble de Dubaï? Moi, je ne connais même pas. Est-ce que quelqu'un va m'amener les immeubles? Chaque jour, suivez les grandes émissions d'actualité. En exclusivité sur Télé 50. Télé 50, simplement congolais. Nous sommes à présent avec M. Albert Oumba, que j'ai annoncé tout à l'heure, analyste politique, qui dresse un bilan, selon lui, en demi-teinte du gouvernement siminois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors dites-nous, que reprochez-vous exactement au gouvernement siminois qui est là à peine il y a 100 jours et qui, il faut le dire, n'a pas trouvé une situation de plus excellente non plus? Oui, des reproches, il y en a parce que nous sommes à l'écoute de la population et il y a par-ci par-là de gens qui disent que ça ne va pas dans tel et tel secteur. Et il y a même d'autres qui proposent qu'il faut un petit remaniement bientôt là pour essayer de remédier dans les secteurs où ça ne marche pas, surtout au niveau du social. Et il y a beaucoup de choses à réparer. Et vous savez que le social, c'est pour la population, c'est son manger, son boire, c'est ce logement, comme disaient les autres. Et si chacun constate au niveau où il est qu'il n'y a pas assez d'amélioration, alors ça inquiète beaucoup de gens. Mais c'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute de ce gouvernement? Parce que ce gouvernement n'est pas là depuis les années 2000. Et ce manque d'eau, ce manque de courant, on l'a reproché à des gouvernements qui ont fait 4-5 ans. Pourquoi aux autres on a fait confiance pendant autant longtemps et à ceux-ci, 100 jours à peine suffisent pour parler déjà de remaniement et tout le reste? Oui, parce que la population est très critique. Vous savez, il y a des paramètres sur lesquels ils sont en train de voir un peu. Je prends un paramètre banal où nous avons des petits problèmes qui peuvent être résolus sans beaucoup d'efforts. Le problème des transports, au niveau, il y a des embouteillages, par exemple. Et là, ça ne demande pas beaucoup de miracles pour arranger. Est-ce que c'est un problème banal, comme vous le dites? Parce qu'avec le taux démographique qu'on a dans la ville de Kinshasa, puisqu'on parle de Kinshasa, ce n'est pas tellement facile. Les routes qu'il y a et les nombres de véhicules qui s'achètent au quotidien pour rouler sur ces mêmes tronçons. Ce n'est pas tellement banal. Je pense que c'est un problème très complexe plutôt. Non, c'est banal parce que les routes, on en a. Nous avons des routes à 8 voies. C'est que beaucoup de pays n'ont pas. Beaucoup de capitales n'ont pas de routes à 8 voies. Mais il n'y a pas assez d'embouteillages. Le Nigeria en avait plus. Il y a une population supérieure de loin par rapport à nous. Mais les embouteillages sont... Le problème ici, c'est la gestion de la route. Quand je parle de la gestion de la route, je parle de la circulation routière. La circulation routière, c'est quoi? C'est le respect du code. Qui doit respecter les codes? C'est tout le monde. Les piétons, les motoristes, celui qui a voiture, à camion, tous ces gens-là doivent respecter les codes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il n'y a personne. Le deuxième problème, c'est la régulation de la circulation. Mon frère, vous allez trouver une ville comme Kinshasa. Si le chef de l'État va passer, on peut faire 3-4 heures. La route est vraiment fluide. Dégagée. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Là, ce n'est pas le problème d'imagination. Les agents qualifiés doivent être dans chaque carrefour et régulés. Mais est-ce que ces agents ont les moyens? Quels sont les moyens pour réguler la circulation dans une ville? Se mettre des motos et des motoristes, des motards qualifiés dans chaque carrefour. Et à ce moment-là, tout le monde respecte. Et ça vous fait aussi beaucoup d'argent. Vous savez, dans plusieurs villes, si d'autres villes européennes que nous ne connaissons même pas, on voit dans des films qu'il y a beaucoup de caméras, on a mis tous les moyens pour ça. C'est parce que ça fait produire beaucoup d'argent pour la ville.
tout ce qui est comme amende transactionnelle pour la prévention routière. Mais ici, non, tout le monde roule comme il veut. Que ce soit les officiels, tout le monde a une sirène. Non, il y a des autos et des véhicules bien stipulés dans les codes de la route qui doivent avoir la sirène. Nous les connaissons. Il y a l'ambulance d'abord. Ça, c'est permis pour tout le monde. Après l'ambulance, nous avons le anti-incendie. Nous avons les corbillards. Et tout véhicule en difficulté pour acheminer, par exemple, un accidenté vers un hôpital. Et la police a mission. En dehors de ça, on ne peut pas attendre une ville trop bruyante avec beaucoup de bruit de sirènes à tout moment. Maintenant, tout le monde veut passer. Et les piétons ou le motard, quand il voit quelqu'un qui prend le sens unique, qu'est-ce qu'il fait? Il va le suivre. À ce moment-là, c'est la régulation. Là, ça ne demande pas beaucoup de... Mais vous citez le transport, moi je suis étonné, alors que la priorité en ce moment devrait être la sécurité, il ne faut pas l'oublier. Le pays est agressé, peut-être le gouvernement est beaucoup plus concentré sur cette question-là que sur les embouteillages de Kinshasa. Quand il faut peser sur la balance, ça ne fait pas le poids. Non, non, il n'y a aucun impact entre réguler la circulation... En termes de priorité, j'ai dit. Non, c'est la routine. Ça, c'est la routine. Comme priorité, nous savons que le gouvernement a pris tous les engagements possibles pour mettre fin à la guerre de l'Est. Nous louons tous les efforts qui sont mis en branle pour que cette guerre soit vraiment arrêtée. Nous sommes parmi les gens qui connaissent les profondeurs de ces guerres. Comment ça? Ah oui, j'ai fait plusieurs années dans ce coin. J'ai participé au début, jusqu'à 2016, j'ai dit participer dans beaucoup d'activités. J'ai vu tous les acteurs qui étaient à l'époque. Quand nous reculons à 2002 avec le Sun City, les conséquences de Sun City, on va encore piétiner ça. Et quand nous revenons encore, c'est la loi parlementaire qui a initié que tout ce qui est comme résidu du groupe armé ne peut pas entrer dans l'armée. C'est une loi congolaise. Ce n'est pas le gouvernement congolais aujourd'hui ou Tshisekedi ou Kabila qui a installé. C'est le Parlement qui a voté une loi que tout ce qui prend part dans un groupe armé, à la reddition, il ne peut pas participer aussi dans la force publique. C'est acté. Mais quand vous voyez quelques personnes, pour des raisons de balkanisation, des raisons inavouables, vont faire la guerre, ils demandent à ce que eux doivent être intégrés dans l'armée. Vous connaissez les conséquences que cela va engendrer. Ça c'est bien dit quand même. J'ai un tout petit peu eu peur quand vous avez dit vous avez participé. Je me suis dit peut-être que vous aviez un rôle particulier. Qu'est-ce que vous entendez par participer? Oui, j'ai couvert avec les Nations Unies toutes les négociations. On était en contact avec tous les groupes armés, tous les chefs armés pour mettre à cette expérience. Médiatique. Et en 2013, on a mis fin à la guerre. Il n'y avait pas de guerre. Le M23 était vaincu. Les ADF étaient vaincus. Il ne restait que l'FDLR, dont 15 000 ont été rapatriés par les Nations Unies, alors qu'en 2002, le président rwandais disait qu'il y avait 15 000 FDLR au Congo. Aujourd'hui, ça nous étonne que les Rwandais puissent brandir le problème des FDLR, qui est un problème qui n'existe plus. Mais il faut maintenant revoir, donner des preuves au Rwandais. Vous avez dit à telle époque, il y avait autant. Maintenant, voilà ceux qui sont rentrés. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un danger pour le Rwanda, la présence des FDLR? Non, il n'y en a pas. Mais il faut que le politique prenne en charge. Il ne faut pas laisser seulement les travaux au chef de l'État. C'est tout le monde qui doit parler de cette histoire de l'Est. On doit s'unir. Il y a un politicien qui est passé tout à l'heure dans votre chaîne pour fustiger le fait que si on a des sérieux problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas unis pour contrer cette guerre. Alors vous êtes de cet avis-là aussi, l'heure est au dialogue? Ça dépend de quel dialogue. Expliquez-nous. Il y a le dialogue au niveau le plus élevé, c'est-à-dire entre le Congo et le Rwanda. Savoir que veut le Rwanda. Et nous, les Congolais, nous voulons quoi? C'est tout. Mais au niveau de
du Congo avec les rebelles? Non. Parce que les choses sont déjà classées, quantifiées. Si aujourd'hui, le problème des nationalités a été résolu, si l'RCD qui réclamait à l'époque de donner à certaines personnes d'origine rwandaise la nationalité congolaise, ce problème a été réglé d'abord à Sun City, et puis pendant la conférence, avant d'abord à 90, pendant la conférence nationale souveraine, avec la loi Kabimbi, qui disait très, très sérieusement qu'il fallait, s'il y a quelqu'un est rwandophone, prouver qu'il a fait partie de la RDC depuis 3 générations. Tu peux prouver que son père habitait tel village, son grand-père aussi, il n'y a pas de problème. On pourrait voir. Mais il y a des catégories qui ont la nationalité automatique, c'est-à-dire qui ont vécu avant 60. La Constitution les stipule. Mais ceux qui sont venus après 60, ils ne peuvent pas réclamer la nationalité congolaise. Alors, vous avez dit non au dialogue avec les rebelles, ici en République démocratique du Congo, possibilité de dialogue avec le Rwanda et le Congo pour qu'on se dise la vérité. Oui. Et qu'en est-il du dialogue des politiques, alors, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition? Bon, moi je n'aime pas la politique, je suis de la société civile. Je crois que pour qu'il y ait une harmonie, il faut toujours un dialogue. Le Congo a évolué depuis des siècles. Tous les problèmes congolais se résolvent toujours par un dialogue. Est-ce que ce sont des réponses pérennes ou bien juste provisoires? Parce que vous dites que les problèmes du Congo se résolvent par le dialogue. Je dirais peut-être que c'est faux. Parce que ce problème d'agression qu'on vit depuis 30 ans a suscité beaucoup de dialogues. Vous-même, vous avez cité toutes les tables, Sun City et tout ce que vous voulez. Mais on en est toujours là. Les morts continuent de s'accumuler. Aujourd'hui, on est dans une situation telle que des pans entiers de notre pays sont en train de partir. Non, je ne sais pas dans quel contexte. Pour moi, le dialogue, c'est qu'on ait une idée commune, qu'on ait une conception commune, qu'on sache comment attaquer cette guerre. Elle vient d'où? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les origines? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à aller? J'ai vu dans une certaine télé étrangère, un monsieur qui porte une tenue militaire qui dit non, nous on doit nous donner notre partie de la terre au Congo. Parce que nous n'avons pas de partie. À moins, je ne sais pas, si les gens connaissent l'histoire de ces pays. L'histoire, ce n'est pas le président rwandais actuel. Lui ne connaît rien. Tout le monde sait, est-ce que lui a évolué au Rwanda? Non. C'est quelqu'un qui a grandi à Tanzanie. Et aujourd'hui, il va se faire le chantre des Tutsis. Pour mettre tous les Tutsis, je m'excuse de citer certaines communautés, mettre certaines communautés à danger permanent après. Pourquoi? Parce que chacun vivait dans son coin tranquillement. Et aujourd'hui, il se fait le chantre, les champions qui voudraient fabriquer une république uniquement à cette catégorie. Alors que le Congo a été tracé, le Congo existe, ses limites existent, les populations qui y sont existent, et je ne sais pas comment, par quelle magie, il va inventer d'autres scènes, d'autres théories pour donner un pan ou un morceau de terre à une certaine catégorie de gens. Ce n'est pas ça la solution au problème. La solution, c'est mettre chacun là où il doit et que chacun reste. Si vous êtes Tutsi congolais, vous les restez. Si vous êtes Tutsi du Rwanda, vous les restez. Si vous êtes Tutsi du Burundi, vous les restez. Le problème est que les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de Tutsis au Burundi qui sont tranquilles. Il y a beaucoup plus de Tutsis au Burundi qu'au Rwanda. Vous n'atteindrez jamais un Tutsi burundais venir réclamer un morceau de terre à Uvira ou à Baraka ou sur la plaine de la Ruzizi. Jamais. Vous ne les verrez jamais. Mais pourquoi on va ressusciter les Tutsis du Rwanda contre le Congo? C'est vraiment grave. Parce que là, ça créa beaucoup d'autres problèmes. L'histoire du Rwanda, tout le monde le connaît. Les Tutsis, les Hutus s'entrent dedans. C'est depuis le 18e, le 19e siècle. Ce n'est pas aujourd'hui. Et on ne peut pas transporter
le problème des Tutsi-Hutus, qui date des siècles au Rwanda, l'a amené au Congo. Parce que le Congo a une communauté unie avec une diversité de plus de 400 ethnies et je ne sais pas quoi. Et nous sommes unis. En fait, tous s'appellent Congolais. Vous pouvez aller dans n'importe quel coin aujourd'hui. Non, non, je suis Congolais. Par contre, c'est le problème du Rwanda. Le Rwanda a ce problème que tout le monde connaît. Il suffit de lire l'histoire du Rwanda. Vous allez comprendre comment même M. Kagame est arrivé. C'est après le génocide. Ce génocide a son origine où? Toutes ces questions-là, c'est le Rwanda qui doit les résoudre. Mais le Rwanda veut nous les verser ici. Alors qu'il y a d'autres dossiers que nous devons, au lieu que le gouvernement ait le temps de faire ce qu'il pouvait faire pour faire avancer le pays, on doit prendre une grande partie du budget pour allouer à la défense de l'Est. C'est ça le problème qu'on a. Merci. Et alors pour moi, je m'excuse, allez-y, terminez. Pour moi, le dialogue, c'est que les Congolais, parce que le gouvernement légal reste, il n'y aura pas de partage du pouvoir. Non. C'est question qu'on se mette ensemble, chers frères. Nous sommes attaqués, c'est le Congo qui est attaqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que ce soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, tous ces gens-là se mettent ensemble, on trouve un système, une idée commune qui pourra nous aider à sortir de la crise. Merci. Voilà un peu ma conception. Merci beaucoup, M. Albert Oumba. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous avez dit ce que vous pensez de tout ce qui se passe actuellement. On va souffler un tout petit peu pour continuer ce Kinshasa Direct. Télé 50.